Le vent parisien d'automne fouettait les feuilles dorées qui dansaient avant de tomber sur les pavés humides du quartier Saint-Germain. Antoine Dubois, propriétaire du plus grand empire technologique de France, était assis dans sa limousine de luxe, observant à travers les vitres teintées la foule de gens qui se hâtaient vers leur maison après une longue journée de travail. Ses yeux gris-acier, habituellement remplis de détermination et d'impitoyabilité dans les affaires, semblaient étrangement vides aujourd'hui. À 42 ans, il était l'un des hommes les plus riches du pays. Un homme pour qui tout réussissait. Tout sauf une chose qu'il ne pouvait acheter avec aucune somme d'argent. Le chauffeur, Marcel, un homme âgé qui travaillait pour Antoine depuis 15 ans, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et remarqua la fatigue sur le visage de son employeur. « Monsieur Dubois, dit-il doucement, nous sommes arrivés au restaurant. Voulez-vous que j'attende dehors comme d'habitude ?» Antoine hocha la tête distraitement, ses pensées encore perdues dans les souvenirs douloureux qu'il avait tentés toute la journée. Ce n'était pas un jour ordinaire. C'était l'anniversaire de la disparition de sa fille unique, Élise, survenue il y a exactement 15 ans. Une disparition qui avait brisé son mariage, détruit sa foi en l'humanité et transformé son cœur en pierre froide. Il descendit de la voiture et se dirigea vers Le Petit Cygne, un petit restaurant discret, niché dans une ruelle étroite, loin des regards indiscrets des paparazzis et des journalistes. C'était l'un des rares endroits où Antoine pouvait manger en paix, sans être reconnu ou dérangé. La façade modeste du restaurant, avec ses volets verts et ses jardinières débordantes de fleurs, contrastait fortement avec les établissements 5 étoiles qu'il fréquentait habituellement. Mais aujourd'hui, il avait besoin de simplicité, de quelque chose qui lui rappellerait des temps plus heureux, avant que sa vie ne devienne cette course effrénée vers le succès qui ne parvenait jamais à combler le vide dans son cœur. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un like pour nous soutenir. Et dites-nous dans les commentaires, que pensez-vous du personnage d'Antoine? Ressentez-vous déjà de l'empathie pour lui? En poussant la porte du restaurant, Antoine fut accueilli par la douce mélodie d'un piano qui jouait en sourdine et l'arôme réconfortant de la cuisine française traditionnelle. L'intérieur était chaleureux et intime, avec des tables en bois sombre, des bougies vacillantes et des murs ornés de photographies en noir et blanc du vieux Paris. Une dizaine de tables seulement occupèrent l'espace, toutes éclairées par de petites lampes qui créaient une atmosphère feutrée et romantique. C'était exactement le genre d'endroit où il aurait emmené sa fille pour son anniversaire, si elle avait encore été là. Le maître d'hôtel, un homme distingué aux cheveux grisonnants, s'approcha avec un sourire professionnel. « Bonsoir, monsieur. Avez-vous une réservation ?» Antoine secoua la tête. « Non, je voudrais juste une table tranquille, de préférence dans un coin. » L'homme consulta son carnet de réservation, fronçant légèrement les sourcils. « Je suis désolé, monsieur, mais nous sommes complets ce soir. Cependant, si vous acceptez d'attendre 15 minutes, j'aurai une table qui se libère près de la fenêtre. » Antoine acquiesça, peu importe l'attente. Il avait tout son temps, trop de temps en réalité, pour réfléchir à sa vie ratée. Il prit place sur une banquette près de l'entrée, sortit son téléphone par habitude, puis le rangea aussitôt. Pas de email important, pas d'appels urgents, pas de réunion qui ne pouvait pas attendre. Pour une fois, il avait délibérément vidé son agenda, demandé à sa secrétaire de reporter tous ses rendez-vous et éteint les notifications de son portable. Cette journée lui appartenait entièrement, ainsi qu'aux souvenirs douloureux qu'il portait comme un fardeau depuis tant d'années. Ses yeux parcoururent la salle, observant les autres clients. Un couple âgé qui se tenait la main par-dessus la table, leur visage ridé rayonnant d'un amour qui avait survécu aux décennies. Une famille avec 2 jeunes enfants qui riaient aux éclats devant leur dessert, un groupe d'amis qui célébraient visiblement quelque chose d'important, leurs verres levés dans un toast joyeux. Toutes ces scènes de bonheur ordinaire lui serraient le cœur. Il avait tout l'argent du monde, mais il ne pouvait pas acheter ce qu'il voyait dans ce restaurant. L'amour sincère, les liens familiaux, la joie partagée. « Monsieur ?» Une voix douce l'arracha à ses pensées mélancoliques. Il leva les yeux et vit une jeune femme d'environ 25 ans, vêtue de l'uniforme noir et blanc des serveuses. Ses cheveux châtain clair étaient rassemblés en un chignon simple, quelques mèches rebelles encadrant son visage ovale. Mais ce qui frappa immédiatement Antoine, ce furent ses yeux, d'un bleu profond, presque identiques à ceux de sa fille disparue. Un bleu si rare et si particulier qu'il n'avait rencontré que chez Élise. « Votre table est prête », continua-t-elle avec un sourire timide, mais sincère. « Si vous voulez bien me suivre. » Sa voix avait un accent léger, peut-être du sud de la France,
et une douceur qui contrastait avec les voix froides et calculatrices auxquelles Antoine était habitué dans son monde impitoyable des affaires. Il se leva lentement, encore troublé par cette ressemblance troublante, et la suivit vers une table près de la fenêtre qui donnait sur la petite rue pavée. Alors qu'elle disposait les couverts et allumait la bougie au centre de la table, Antoine ne pouvait détacher son regard d'elle. Ce n'était pas seulement les yeux, il y avait quelque chose dans ses gestes gracieux, dans la façon dont elle inclinait légèrement la tête quand elle se concentrait, dans son sourire naturel qui n'avait rien de forcé. Tout cela lui rappelait cruellement sa fille. « Puis-je vous apporter quelque chose à boire en attendant ?» demanda-t-elle en lui tendant la carte des vins. « Un whisky », répondit Antoine d'une voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Le plus fort que vous ayez. » La jeune femme sembla surprise par ce choix. Il n'était que 19 heures et la plupart des clients commençaient par un apéritif plus léger, mais elle hocha la tête professionnellement. « Bien sûr, monsieur, je reviens tout de suite. » En se retournant pour partir, Antoine aperçut quelque chose qui lui glaça le sang. Autour du cou de la serveuse brillait un petit collier en argent, délicat et discret, avec un pendentif en forme de cygne. Son cœur s'arrêta de battre pendant quelques secondes. Ce collier, il le reconnaissait parfaitement. Il l'avait acheté lui-même 15 ans plus tôt, dans une bijouterie de la rue de la Paix, pour l'offrir à Élise pour ses 8 ans. Un collier unique, fabriqué sur mesure avec une petite gravure à l'intérieur du pendentif, pour ma petite princesse, avec tout l'amour de papa. Il avait choisi un cygne, parce que sa fille adorait ces oiseaux gracieux qu'ils allaient nourrir ensemble au parc des Buttes Chaumont tous les dimanches matins, avant que sa vie ne devienne cette course folle vers la richesse et le pouvoir. Les mains d'Antoine se mirent à trembler involontairement. Comment cette serveuse pouvait-elle porter le collier de sa fille? Où l'avait-elle trouvé? Qui le lui avait donné? 1000 questions se bousculaient dans son esprit, chacune plus troublante que la précédente. Il essaya de se raisonner. Il y avait sûrement une explication logique. Peut-être était-ce juste un collier similaire, une coïncidence troublante mais explicable. Après tout, les bijoux en forme de cygne n'étaient pas si rares, et dans la pénombre du restaurant, il avait pu se tromper sur les détails. Mais, au fond de son cœur, il savait que ce n'était pas possible. Ce collier était unique. Il l'avait fait graver spécialement, et le bijoutier lui avait assuré qu'il n'en existait qu'un seul exemplaire au monde. Antoine ferma les yeux, essayant de contrôler les émotions qui menacèrent de le submerger. Il revoyait parfaitement le visage radieux d'Élise, quand il lui avait offert ce cadeau. La façon dont elle avait sauté dans ses bras en criant « Papa, il est magnifique !» et comment elle avait refusé de l'enlever, même pour dormir, pendant des semaines. La serveuse revint avec son whisky, un Macallan 25 ans d'âge dans un verre en cristal. « Voici votre boisson, monsieur. Avez-vous eu le temps de regarder la carte ?» Antoine leva les yeux vers elle, son regard se fixant de nouveau sur le collier qui scintillait à la lueur de la bougie. Il devait en avoir le cœur net, même si cela risquait de rouvrir des blessures qu'il avait mis des années à refermer tant bien que mal. « Excusez-moi, » dit-il d'une voix qu'il s'efforçait de garder calme, « mais j'aimerais vous poser une question au sujet de votre collier. Il est vraiment magnifique. » La jeune femme porta instinctivement la main à son cou, ses doigts effleurant le pendentif avec une tendresse qui fit mal au cœur d'Antoine. « Oh, merci beaucoup, c'est un cadeau très spécial pour moi. » Elle hésita un moment, comme si elle réfléchissait à ce qu'elle pouvait révéler à un inconnu. « Il appartenait à quelqu'un que j'aimais beaucoup. »« Appartenait ?» répéta Antoine, sentant son pouls s'accélérer dangereusement. « Cette personne, elle n'est plus ?» La serveuse baissa les yeux, une ombre de tristesse passant sur son visage. « C'est compliqué, » murmura-t-elle. « Je préfère ne pas en parler, si vous le permettez. C'est encore difficile pour moi. » Elle releva la tête et retrouva son sourire professionnel, mais Antoine pouvait voir qu'il était forcé maintenant. « Puis-je prendre votre commande ?» Antoine ne l'écoutait plus. Son esprit était en ébullition, analysant chaque mot, chaque intonation, chaque expression de cette jeune femme. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, dans ses manières, qui lui rappelait irrésistiblement sa fille. Même sa façon de dire « c'est compliqué » avec cette petite moue boudeuse. Élise faisait exactement la même chose quand elle ne voulait pas expliquer pourquoi elle avait eu une mauvaise note à l'école ou pourquoi elle s'était disputée avec ses amis. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il soudainement, ignorant sa question sur la commande. La surprise se peignit sur le visage de la serveuse. « Pourquoi me demandez-vous cela, monsieur ?» Il y avait maintenant une pointe de méfiance dans sa voix.
comme si elle se demandait si ce client étrange n'allait pas lui causer des ennuis. Antoine réalisa qu'il devait faire attention à ne pas l'effrayer ou éveiller ses soupçons. « Pardonnez-moi, » dit-il en s'efforçant de sourire. « Je ne voulais pas être indiscret. C'est juste que vous me rappelez quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, quelqu'un que j'ai perdu. Ce n'était pas tout à fait un mensonge, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. » La jeune femme le regarda avec plus de compréhension dans les yeux, comme si elle reconnaissait en lui une douleur similaire à la sienne. « Je m'appelle Clara, » dit-elle finalement, sa voix redevenant plus douce. « Clara Moreau, et je suis désolée pour votre perte. Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un d'important. » Elle marqua une pause, semblant hésiter, puis ajouta « La personne qui m'a offert ce collier, elle aussi a disparu de ma vie quand j'étais très jeune. Je ne l'ai jamais revue depuis, mais ce bijou est tout ce qui me reste d'elle. » Le verre de whisky glissa des mains tremblantes d'Antoine et se brisa sur le sol dans un fracas qui attira l'attention de plusieurs clients. Clara sursauta et s'agenouilla immédiatement pour ramasser les morceaux de verre, mais Antoine ne bougeait pas. Il était paralysé par ce qu'il venait d'entendre. « Disparu de ma vie quand j'étais très jeune, tout ce qui me reste d'elle. » Ces mots résonnaient dans sa tête comme un écho du passé, ravivant des souvenirs qu'il avait essayé d'enterrer pendant des années. « Monsieur, ça va ?» Clara le regardait avec inquiétude, toujours agenouillé parmi les débris de verre. « Vous êtes tout pâle. Voulez-vous que j'appelle quelqu'un ?» Antoine secoua la tête, essayant de retrouver ses esprits. Il ne pouvait pas s'effondrer maintenant, pas avant d'avoir découvert la vérité sur cette jeune femme et sur ce collier qui avait appartenu à sa fille. « Non, non, ça va, » balbutia-t-il en se levant pour l'aider à nettoyer. « Je suis désolé, j'ai été maladroit. » En se penchant vers elle, il put voir de plus près le collier, et son cœur manqua de nouveau un battement. À la lueur des bougies, il pouvait distinguer les détails du pendentif, la courbe gracieuse du cou du cygne, les petites plumes finement ciselées et surtout la minuscule chaîne en argent avec ses maillons caractéristiques qu'il avait spécialement choisis pour qu'il soit assez résistant pour une enfant active comme Élise. « Laissez-moi faire », dit Clara en ramassant les derniers morceaux avec l'aide d'un autre serveur qui était accouru. « Ce sont des choses qui arrivent. Je vais vous chercher un autre verre. » Mais Antoine l'arrêta d'un geste. Il devait absolument en savoir plus sur ce collier, et il sentait que Clara était sur ses gardes maintenant. Il fallait qu'il trouve un moyen de gagner sa confiance, de la faire parler sans éveiller ses soupçons. « Clara, dit-il doucement, accepteriez-vous de vous asseoir avec moi quelques minutes? Je sais que vous travaillez, mais j'aimerais vraiment vous parler. J'ai l'impression que nous avons peut-être quelque chose en commun. » La jeune femme jeta un regard vers le maître d'hôtel, qui fronça les sourcils, mais hocha la tête après avoir vu l'expression suppliante d'Antoine. Il était clair que ce client était quelqu'un d'important, et dans un petit restaurant comme le leur, il ne pouvait pas se permettre de mécontenter la clientèle. « D'accord, » dit Clara en s'asseyant en face d'Antoine, « mais juste quelques minutes. Nous avons beaucoup de monde ce soir. » Elle croisa les mains sur la table, et Antoine remarqua qu'elle portait une petite bague en argent simple à l'annulaire droit. Pas d'alliance, donc probablement pas mariée. Ses mains étaient fines et délicates, avec des ongles courts et propres, des mains de travailleuse mais soignées, exactement comme celles de sa mère, pensa-t-il avec un pincement au cœur. « Vous m'avez dit que ce collier était tout ce qui vous restait de quelqu'un, » commença Antoine prudemment. « Cette personne, était-ce quelqu'un de votre famille ?» Clara baissa les yeux, ses doigts jouant nerveusement avec le pendentif. « En quelque sorte, » répondit-elle vaguement, « c'est une longue histoire et pas très joyeuse. Je ne suis pas sûr que vous ayez envie de l'entendre. » « Au contraire, » insista Antoine, « j'aimerais beaucoup l'entendre. Parfois, partager nos peines peut nous aider à les supporter. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. « Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un de très cher, ma fille unique. Elle a disparu quand elle avait 8 ans, et depuis, je n'ai jamais cessé de la chercher. » L'effet de ces mots sur Clara fut immédiat et saisissant. Elle releva brusquement la tête, ses yeux bleus écarquillés de surprise et d'émotion. « Votre fille ?» répéta-t-elle d'une voix à peine audible. « Elle a disparu ?» Antoine hocha la tête, observant attentivement chaque réaction de la jeune femme. Il y avait quelque chose dans son expression qui allait au-delà de la simple compassion. C'était comme si ses paroles avaient touché une corde sensible très profonde en elle. « Oui, » continua Antoine, « le 15 octobre 2008, elle s'appelait Élise Dubois. Nous étions au parc des Buttes-Chaumont. Elle nourrissait les cygnes comme tous les dimanches. Je me suis absenté juste quelques minutes pour acheter des journaux au kiosque, et quand je suis revenu,
Sa voix se brisa légèrement. Quand je suis revenu, elle avait disparu. Aucune trace, aucun témoin, comme si elle s'était volatilisée. Clara était maintenant complètement immobile, son visage pâle comme un linge. Ses mains tremblaient légèrement, et elle serrait si fort le pendentif du collier que ses jointures étaient blanches. Le 15 octobre 2008, répéta-t-elle dans un murmure. Les signes, au parc des Buttes Chaumont. Elle ferma les yeux comme si elle essayait de se rappeler quelque chose d'enfoui très profondément dans sa mémoire. Antoine sentit son cœur battre si fort qu'il avait peur qu'elle l'entende. « Clara, ça va ?» demanda-t-il, bien qu'il sache parfaitement que non, ça n'allait pas du tout. Cette jeune femme était en état de choc et il commençait à comprendre pourquoi. Toutes les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit, formant une image qui était à la fois la plus belle et la plus terrifiante de sa vie. « Il faut que j'aille aux toilettes », balbutia Clara en se levant brusquement. « Excusez-moi. » Elle se dirigea vers le fond du restaurant d'un pas incertain, laissant Antoine seul avec ses pensées bouillonnantes. Il était maintenant presque certain de ce qu'il avait découvert, mais une partie de lui refusait encore d'y croire. Comment était-ce possible? Comment sa fille pouvait-elle être vivante après toutes ces années et se trouver ici dans ce petit restaurant à servir des clients sans savoir qui elle était vraiment? Il sortit son téléphone et composa rapidement le numéro de son assistant personnel. « Julien, c'est Antoine. J'ai besoin que tu me rendes un service urgent. Tu te souviens de l'affaire Élise, le détective privé que nous avons engagé? Oui, Moreau. Attends. Moreau !» Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Julien, le détective s'appelait bien Moreau, Pierre Moreau. » La confirmation de son assistant le frappa comme un coup de masse. Clara Moreau, Pierre Moreau. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Pierre Moreau était le détective privé qu'Antoine avait engagé pour retrouver sa fille, après que la police eut abandonné les recherches. Un homme compétent mais mystérieux, qui avait travaillé sur l'affaire pendant 3 ans avant de disparaître lui aussi, emportant avec lui tous les indices qu'il avait pu rassembler et la somme importante qu'Antoine lui avait versée pour ses services. Antoine avait toujours soupçonné que Moreau en savait plus qu'il ne voulait le dire, mais il n'avait jamais pu le prouver. Et maintenant, voilà qu'une jeune femme portant le nom de Moreau et le collier de sa fille se trouvait devant lui. Une jeune femme qui aurait exactement l'âge qu'aurait Élise aujourd'hui, avec les mêmes yeux bleus si particuliers, les mêmes gestes gracieux, le même sourire timide. Les probabilités que tout cela soit le fruit du hasard étaient infinitésimales. Clara revint à leur table, visiblement bouleversée mais s'efforçant de retrouver son calme professionnel. « Pardonnez-moi, » dit-elle en se rasseyant. « Je ne me sens pas très bien ce soir. Vous parliez de votre fille. » Elle hésita, comme si les mots avaient du mal à sortir. « Élise, c'est bien ça ?» Antoine hocha la tête, scrutant chaque expression de son visage. « Oui, Élise. Elle aurait 23 ans aujourd'hui si elle était encore vivante. »« 23 ans, » répéta Clara mécaniquement. « Comme moi. » Elle porta de nouveau la main à son collier, ses doigts caressant le pendentif avec une tendresse mêlée d'angoisse. « Monsieur Dubois, je dois vous dire quelque chose. Ce collier, il y a une inscription gravée à l'intérieur. Une inscription qui dit... » Sa voix se brisa, et elle dut prendre une profonde inspiration avant de continuer. « Pour ma petite princesse, avec tout l'amour de papa. » Le monde d'Antoine s'effondra autour de lui. Les bruits du restaurant s'estompèrent. Les lumières semblèrent vaciller, et il eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Cette inscription, il l'avait dictée lui-même au bijoutier 15 ans plus tôt, avec tant d'amour et d'espoir. Et maintenant, cette jeune femme aux yeux de sa fille la récitait mot pour mot, comme si elle l'avait lue 1000 fois. « Comment connaissez-vous cette inscription ?» murmura-t-il d'une voix brisée. Des larmes commençaient à brouiller sa vision, des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des années. Toute sa façade de businessman impitoyable s'écroulait devant cette révélation qui dépassait ses rêves les plus fous et ses cauchemars les plus sombres. Clara le regardait maintenant avec des yeux remplis de larmes aussi. « Parce que, » dit-elle dans un souffle, « parce que je l'ai lu tous les soirs avant de m'endormir pendant 15 ans, en me demandant qui était ce papa qui m'aimait assez pour me faire graver ces mots. En me demandant pourquoi il m'avait abandonné, pourquoi il ne m'avait jamais cherché, pourquoi il n'était jamais venu me reprendre. » Antoine n'arriva plus à retenir ses sanglots. 15 années de douleur, de culpabilité, de recherches infructueuses et de nuits sans sommeil s'écoulèrent de lui en un torrent d'émotions qu'il ne pouvait plus contrôler. Les autres clients du restaurant
commençait à les regarder avec curiosité et inquiétude, mais il s'en fichait éperdument. Il avait retrouvé sa fille. Sa petite Élise était vivante, elle était là, devant lui, et elle portait encore le collier qu'il lui avait offert avec tant d'amour. « Élise, chuchota-t-il entre ses larmes, ma petite princesse, c'est vraiment toi ?» Clara, ou plutôt Élise, pleurait aussi maintenant, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues pâles. « Je ne sais pas, » sanglota-t-elle. « Je ne me souviens de rien de cette époque. Pierre, l'homme qui m'a élevé, il m'a dit que mes parents étaient morts dans un accident, que j'avais perdu la mémoire à cause du choc. Il m'a dit qu'il était mon oncle, qu'il était la seule famille qui me restait. Pierre Moreau, dit Antoine avec une colère froide qui perçait à travers sa joie. Il t'a enlevé, il t'a volé à moi et il t'a menti pendant toutes ces années. Le puzzle final se mettait en place dans son esprit. Moreau n'était pas seulement un détective corrompu qui avait pris son argent sans résultat, c'était le ravisseur de sa fille, l'homme qui avait détruit sa famille et causé des années de souffrance indicibles. Et le plus pervers dans tout cela, c'est qu'il avait fait semblant de l'aider à la retrouver, jouant un double jeu ignoble pour détourner les soupçons. « Non, » dit Élise en secouant la tête, « ce n'est pas possible. Pierre même, il s'est occupé de moi, il m'a élevé comme sa propre fille. Il ne peut pas avoir fait ça. » Mais même en prononçant ces mots, on sentait qu'elle n'y croyait pas complètement. Trop de détails concordaient, trop d'éléments s'emboîtaient parfaitement pour que ce soit une coïncidence. Antoine se leva et contourna la table pour s'agenouiller près d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Ma chérie, regarde-moi bien. » Élise leva ses yeux bleus vers lui, ses yeux qu'il avait vus en rêve chaque nuit pendant 15 ans. « Tu as une petite cicatrice sur le front juste ici, » dit-il en effleurant délicatement son front. « Tu es tombé de ton vélo quand tu avais 6 ans devant la maison. Et là, sur ton poignet gauche, tu as une tache de naissance en forme de papillon. » Élise regarda son poignet où effectivement se trouvait une petite marque brunâtre qu'elle avait toujours eue. « Comment pouvez-vous savoir ça ?» murmura-t-elle, mais elle connaissait déjà la réponse. « Parce que je suis ton père, » dit Antoine en caressant doucement ses cheveux, comme il l'avait fait 1000 fois quand elle était petite. « Parce que je t'aime plus que tout au monde et que j'ai passé 15 ans à te chercher. Parce que tu es ma petite princesse, celle pour qui j'aurais donné ma vie. » Le maître d'hôtel s'approcha discrètement de leur table, visiblement embarrassé par cette scène émotionnelle qui se déroulait dans son établissement. « Excusez-moi, dit-il poliment, mais peut-être pourriez-vous continuer cette conversation ailleurs. Nos autres clients... » Antoine lui lança un regard qui le fit reculer d'un pas. « Préparez-nous un salon privé, » ordonna-t-il d'une voix qui ne souffrait aucune contradiction. « Et assurez-vous que nous ne soyons pas dérangés. » L'autorité naturelle d'Antoine, combinée à l'évidente détresse des deux personnes, eut l'effet escompté. Le maître d'hôtel acquiesça rapidement et les conduisit vers un petit salon à l'étage, normalement réservé aux occasions spéciales. Une fois seuls, Antoine et Élise purent enfin se laisser aller à leurs émotions sans se soucier du regard des autres. « Raconte-moi, » dit doucement Antoine en prenant les mains de sa fille. « Raconte-moi ta vie depuis cette horrible journée. Dis-moi tout. » Élise essuya ses larmes et commença son récit d'une voix tremblante. « Mes premiers souvenirs datent de mes 9 ou 10 ans. Avant ça, tout est flou comme dans un brouillard. Pierre m'a dit que c'était normal après un trauma aussi important. Nous vivions dans un petit village près de Montpellier, loin de tout. Il m'avait inscrite à l'école du village sous le nom de Clara Moreau, sa nièce orpheline. Les instituteurs et les voisins me plaignaient, cette pauvre petite qui avait tout perdu dans un accident tragique. Elle marqua une pause, ses yeux fixés sur ses mains jointes. Pierre était gentil avec moi, vraiment. Il ne m'a jamais fait de mal physique, mais il y avait toujours cette tristesse en lui, comme s'il portait un lourd secret. Et parfois, je le surprenais en train de me regarder avec une expression bizarre, un mélange de culpabilité et de peur. Antoine écoutait chaque mot avec une attention dévorante, reconstituant mentalement ces années perdues de la vie de sa fille. « Et le collier? Quand te l'a-t-il donné ?» demanda-t-il, bien qu'il soupçonne déjà la réponse. « Dès le début, » répondit Élise. « Il m'a dit que c'était tout ce qui avait survécu à l'accident, le seul objet personnel que j'avais gardé. Il m'a expliqué que mes parents me l'avaient offert juste avant de mourir, comme un cadeau d'adieu en quelque sorte. Le mensonge était si cruel, si parfaitement calculé pour manipuler une enfant traumatisée, qu'Antoine sentit une rage froide l'envahir. Moreau n'avait pas seulement volé sa fille, il avait utilisé l'amour paternel d'Antoine pour mieux la manipuler, transformant un symbole d'amour en instrument de chantage affectif. Continue,
dit-il en s'efforçant de garder son calme. Que s'est-il passé ensuite? Les années ont passé, poursuivit Élise. J'ai grandi, j'ai étudié. Pierre tenait absolument à ce que je fasse de bonnes études. Il disait que c'était ce que mes parents auraient voulu. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais il trouvait toujours le moyen de payer mes livres, mes cours, tout ce dont j'avais besoin. Parfois, il disparaissait pendant plusieurs jours pour des voyages de travail, et il revenait toujours avec un peu plus d'argent. Antoine comprit immédiatement. Moreau utilisait l'argent qu'il lui soutirait sous prétexte de mener l'enquête pour élever la fille qu'il lui avait volée. L'ironie était si amère qu'elle lui donnait envie de vomir. Pendant des années, il avait financé sans le savoir l'éducation de sa propre fille, tout en se désespérant de ne jamais la retrouver. Quand j'ai eu 18 ans, continua Élise, Pierre est tombé gravement malade. Un cancer du poumon, les médecins ont dit que c'était à cause de la cigarette. Il fumait énormément, surtout la nuit, quand il croyait que je dormais. Pendant ces derniers mois, il était très agité. Il marmonnait dans son sommeil. Il parlait de rendre l'argent et de dire la vérité. Je pensais que c'était à cause des médicaments. Il est mort quand j'avais 19 ans, dit-elle en essuyant une nouvelle larme. Sur son lit de mort, il a essayé de me dire quelque chose d'important. Il répétait sans cesse « Pardonne-moi, Clara, pardonne-moi ». J'ai cru qu'il s'excusait de me laisser seule. Mais maintenant, sa voix se brisa. Maintenant, je comprends qu'il essayait peut-être de me dire la vérité sur ce qu'il avait fait. Antoine prit sa fille dans ses bras, la serrant contre lui, comme il avait rêvé de le faire pendant tant d'années. Elle était si mince, si fragile dans ses bras. Il sentait son cœur battre contre sa poitrine, cette vie qu'il avait créée et qui lui avait été si cruellement arrachée. « Ma chérie, murmura-t-il, tu n'as rien à te reprocher. Tu étais une enfant, tu ne pouvais pas savoir. Après sa mort, continua Élise sans se détacher de l'étreinte paternelle qu'elle avait inconsciemment attendue toute sa vie, j'ai dû me débrouiller seule. Il n'avait pas d'économie, juste assez pour payer l'enterrement. J'ai quitté le village et je suis venu à Paris pour chercher du travail. J'ai enchaîné les petits boulots, femme de ménage, vendeuse, serveuse. Je vis dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés sous les toits, mais au moins, c'est ma vie. Antoine sentit son cœur se serrer en imaginant sa fille, son héritière légitime, forcée de vivre dans la pauvreté et l'isolement, pendant que lui se morfondait dans sa richesse solitaire. « Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de l'argent, » lui dit-il avec ferveur. « Plus jamais. Tu es ma fille, tu es tout ce que j'ai au monde. » Mais Élise se dégagea doucement de ses bras, une expression troublée sur le visage. « Attendez, dit-elle. Comment puis-je être sûre que vous dites la vérité? Comment puis-je savoir que vous n'êtes pas, je ne sais pas, quelqu'un qui profite de ma ressemblance avec votre vraie fille pour je ne sais quoi ?» Sa méfiance était compréhensible. Après avoir été trompée pendant des années par l'homme qu'elle considérait comme son père, elle avait appris à se méfier des révélations trop belles pour être vraies. Antoine sourit à travers ses larmes. « Tu as raison d'être prudente. C'est exactement ce que je t'aurais appris à faire. » Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Docteur Lemaire, Antoine Dubois, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose d'extrêmement urgent et confidentiel. Pouvez-vous vous déplacer maintenant, avec votre matériel de test ADN? Oui, je sais qu'il est tard, mais c'est une question de vie ou de mort pour moi. Je vous paie le triple de vos honoraires. » Pendant qu'il organisait les tests de paternité, Élise l'observait avec attention. Il y avait quelque chose dans ses gestes, dans sa façon de prendre les choses en main, qui lui rappelait vaguement quelque chose, comme un écho lointain d'un souvenir enfoui. « Vous êtes vraiment riche, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Très riche, confirma Antoine. Je possède Dubois Technologies. Tu as peut-être entendu parler de cette entreprise. Nous développons des logiciels pour les plus grandes banques d'Europe. » Élise écarquilla les yeux. Même elle, qui ne s'intéressait pas au monde des affaires, connaissait cette entreprise dont les publicités étaient partout dans le métro parisien. « Mais l'argent ne signifie rien sans toi, » continua Antoine. « Pendant 15 ans, j'ai travaillé comme un forcené. Je me suis enrichi au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais c'était juste pour ne pas penser à ton absence. Chaque euro gagné était une façon de me punir de t'avoir perdu. » Le docteur Lemaire arriva moins d'1 heure plus tard, un homme âgé et discret qui avait l'habitude des urgences familiales délicates de la haute société parisienne. Il effectua les prélèvements avec professionnalisme, promettant des résultats préliminaires dans les 2 heures grâce à son laboratoire privé, équipé des dernières technologies. En attendant les résultats, Antoine et Élise parlèrent pendant des heures, reconstituant pièce par pièce le puzzle de leur vie séparée.
Antoine lui raconta leur ancienne vie, leur maison à Neuilly-sur-Seine avec le grand jardin où elle aimait jouer, leurs dimanches au parc avec les cygnes, ses premiers pas, ses premiers mots. Papa avait été le premier. Ses dessins d'enfants qu'il avait tous conservés dans un coffre-fort. Tu adorais les histoires de princesses, lui dit-il avec tendresse. Ton livre préféré était Le cygne et la princesse. Tu me demandais de te le lire tous les soirs et tu connaissais l'histoire par cœur. C'est pour ça que j'ai choisi un cygne pour ton collier. Élise porta instinctivement la main à son pendentif. J'ai toujours eu une fascination inexpliquée pour les cygnes, murmura-t-elle, et pour les histoires de princesses aussi. Pierre trouvait ça bizarre pour une fille de mon âge, mais je n'arrivais pas à m'en empêcher, comme si c'était ancré en moi. « Et ta mère » demanda-t-elle soudain. « Où est-elle » L'expression d'Antoine s'assombrit. Elle n'a pas supporté ta disparition. Elle a sombré dans la dépression puis dans l'alcool. Elle m'accusait de négligence, elle disait que c'était ma faute si tu avais disparu. Notre mariage n'a pas résisté. Elle est partie 6 mois après ta disparition et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Je pense qu'elle n'a jamais pu accepter l'idée que tu puisses être encore vivante. Elle pourrait vouloir me revoir » demanda Élise, avec espoir. Antoine secoua la tête tristement. « Je ne sais même pas si elle est encore en vie, ma chérie. Et même si elle l'est, je ne suis pas sûr qu'elle soit en état de gérer émotionnellement tes retrouvailles. Elle était très fragile, même avant ta disparition. » Le téléphone d'Antoine sonna. C'était le docteur Lemaire. « Monsieur Dubois, j'ai les résultats préliminaires. La probabilité de paternité est de 98 à 87%. Je peux affirmer avec certitude que cette jeune femme est votre fille biologique. » Antoine ferma les yeux, laissant la confirmation officielle balayer ses derniers doutes. « Merci, docteur. Envoyez-moi le rapport complet par email sécurisé. » Il raccrocha et regarda Élise, qui avait pâli en entendant la conversation. « Alors c'est vrai, murmura-t-elle. Vous êtes vraiment mon père, et Pierre m'a menti pendant 15 ans. » La réalité de la situation commençait enfin à s'imposer à elle, avec tout son poids émotionnel. Elle avait passé sa vie entière à pleurer des parents morts qui étaient en réalité vivants, à aimer un homme qui l'avait enlevé à sa vraie famille. « Comment puis-je lui pardonner ?» dit-elle en éclatant en sanglots. « Comment puis-je pardonner à quelqu'un qui m'a volé ma vie, qui vous a volé 15 ans avec votre fille? Il m'a fait grandir dans le mensonge, il m'a empêché de vous connaître, de grandir avec l'amour de mon vrai père. » Antoine la prit de nouveau dans ses bras, caressant ses cheveux comme il l'avait fait quand elle était petite et qu'elle faisait des cauchemars. « Ma chérie, la colère et la rancœur ne nous rendront pas ces années perdues. Ce qui compte, c'est que nous soyons enfin réunis. Ce qui compte, c'est l'avenir que nous allons construire ensemble. » « Mais ces 15 années, » protesta Élise, « tout ce temps perdu, tous ces moments que nous n'avons pas partagés, mes anniversaires, mes remises de diplôme, mes premiers chagrins d'amour, vous n'étiez pas là pour rien de tout ça. » Sa voix était chargée d'une tristesse profonde, celle de tous ces moments volés par la cupidité et la folie d'un homme. « Tu as raison, » admit Antoine. « Ces années sont perdues à jamais, et rien ne pourra les rattraper. Mais regarde-moi, ma chérie. » Il prit son visage entre ses mains, plongeant son regard dans ses yeux bleus qu'il avait tant cherchés. « Tu es là, tu es vivante, tu es belle et forte et courageuse. Tu as survécu à tout ce qu'il t'a fait subir. Tu t'es construite malgré les mensonges. Tu es exactement la fille dont j'ai toujours rêvé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda Élise. « Je ne sais pas comment être votre fille. Je ne sais pas comment vivre dans votre monde. Je ne suis qu'une serveuse qui habite une chambre de bonne. » Antoine sourit, un vrai sourire pour la première fois depuis des années. « Tu vas apprendre. Nous allons apprendre ensemble. Et tu n'es pas qu'une serveuse. Tu es Élise Dubois, l'héritière de l'Empire Dubois Technologies, ma fille unique et la personne la plus importante de ma vie. » Il sortit son téléphone et appela son chauffeur. « Stanisław, venez me chercher au restaurant avec la grande limousine. Et appelez Madame Rousseau. Dites-lui de préparer la suite princesse dans l'aile ouest de la maison. Oui, celle avec la vue sur le jardin. Et demandez-lui de faire venir les meilleurs fleuristes de Paris demain matin. Je veux que tout soit parfait. » Il raccrocha et sourit à Élise. « Il est temps que tu découvres ta vraie maison. »« Attendez, » dit Élise en se levant brusquement. « Je ne peux pas juste disparaître comme ça. Il faut que je prévienne mon patron que je rende ma chambre, que je récupère mes affaires. Et mes collègues vont s'inquiéter si je ne viens pas travailler demain. » Antoine réalisa qu'il devait faire attention à ne pas brusquer sa fille. Elle avait vécu 23 ans d'indépendance et de responsabilité.
Elle ne pouvait pas du jour au lendemain redevenir une enfant dépendante. « Tu as raison, dit-il. Nous allons faire les choses correctement. D'abord, nous allons descendre et expliquer la situation à ton patron. Je vais lui donner un généreux dédommagement pour ton départ soudain. Ensuite, nous irons chercher tes affaires personnelles. Et demain, nous nous occuperons de toutes les formalités administratives. Il faut que nous rétablissions ta vraie identité légalement. » Ils redescendirent ensemble au restaurant où l'atmosphère avait étrangement changé. Les clients les regardaient avec curiosité et respect, le personnel chuchotait dans les coins. Le maître d'hôtel s'approcha d'eux avec un sourire obséquieux. « Monsieur Dubois, j'espère que tout s'est bien passé. Puis-je faire quelque chose pour vous ?» Antoine se rendit compte que l'homme l'avait reconnu. Sa photo était régulièrement dans les journaux économiques et son nom était connu de tous ceux qui s'intéressaient de près ou de loin au monde des affaires français. « Tout va très bien, répondit-il. Mais mademoiselle Dubois ne travaillera plus ici. Voici un chèque pour compenser son départ soudain et les désagréments que cela pourrait causer. » Il tendit au maître d'hôtel un chèque dont le montant fit pâlir l'homme. C'était plus que le salaire annuel de 3 serveuses. « Monsieur Dubois, c'est très généreux de votre part. Puis-je vous demander, Clara est-elle vraiment… » Il n'osa pas finir sa phrase, mais Antoine comprit la question. « Clara est ma fille, » dit-il simplement. « Ma fille que je cherche depuis 15 ans et que je viens enfin de retrouver. » Un murmure parcourut le restaurant. Cette histoire allait faire le tour de Paris en moins de 24 heures. Antoine le savait, mais il s'en fichait. Il avait retrouvé sa fille et il était prêt à le crier sur tous les toits. Élise alla chercher son sac et sa veste dans le vestiaire du personnel, disant au revoir à ses collègues qui n'en revenaient pas de ce retournement de situation. La petite Clara timide qui travaillait avec eux depuis 6 mois était en réalité l'héritière de l'un des hommes les plus riches de France. C'était comme un conte de fées moderne. La limousine d'Antoine les attendait dehors, longue et noire, avec Stanisław en uniforme qui tenait la portière ouverte. Élise n'avait jamais vu de voiture aussi luxueuse de près. Le cuir beige, les vitres teintées, le minibar, l'écran plasma. C'était un monde qu'elle ne connaissait que par les films. « Où habites-tu » demanda Antoine. « Boulevard de Belleville, près du métro Couronne » répondit Élise. « Mais c'est vraiment un quartier populaire, vous n'allez pas aimer. » Antoine sourit. « Ma chérie, peu m'importe l'endroit. Ce qui compte, c'est que c'est là que tu as vécu, alors c'est important pour moi. » Le trajet jusqu'à Belleville leur prit 20 minutes dans les embouteillages parisiens. Élise regardait par la fenêtre, voyant sa ville sous un angle nouveau. Bientôt, elle ne prendrait plus le métro bondé, ne marcherait plus sous la pluie faute d'argent pour un taxi. Cette pensée l'effrayait autant qu'elle la réjouissait. Son immeuble était effectivement modeste, un bâtiment haussmannien défraîchi dans une rue bruyante et animée. « J'habite au 6e étage sous les toits », expliqua Élise. « Il n'y a pas d'ascenseur. » Antoine la suivit dans l'escalier étroit et sombre, se demandant comment sa fille avait pu vivre dans de telles conditions. Chaque marche était un rappel cruel des années où elle avait dû se débrouiller seule, sans l'aide et l'amour qu'il aurait dû lui donner. La chambre d'Élise était effectivement minuscule, mais elle l'avait aménagée avec goût et créativité. Des photos de Paris ornèrent les murs, quelques livres étaient soigneusement rangés sur une étagère de fortune, et dans un coin, Antoine aperçut un carnet ouvert sur une petite table. « Tu écris » demanda-t-il. « Un peu » répondit Élise en rougissant. « Ce ne sont que des pensées, des réflexions sur la vie. Rien d'important. » Antoine s'approcha du carnet et, avec sa permission, lut quelques lignes. L'écriture était belle et fluide, les mots choisis avec soin. Sa fille avait un vrai talent littéraire, une sensibilité qui transparaissait dans chaque phrase. « C'est magnifique », dit-il sincèrement. « Tu as hérité ça de ta mère. Elle écrivait de la poésie quand nous nous sommes rencontrés. » Il marqua une pause. « Si tu veux, nous pourrions contacter un éditeur. Avec un peu de travail et de soutien, tu pourrais publier tes écrits. » Élise ramassa ses quelques affaires personnelles, des vêtements, des livres, quelques bijoux sans valeur et surtout une boîte en carton pleine de lettres et de photos. « Ce sont les seules choses que Pierre m'a laissées de mon enfance, » expliqua-t-elle. Il disait que le reste avait été détruit dans l'accident. Antoine prit la boîte avec précaution, comme s'il manipulait un trésor inestimable. Il avait hâte de découvrir ce que Moreau avait conservé de la vraie vie d'Élise, et surtout, ce qu'il lui avait caché. En sortant de l'immeuble, Élise se retourna une dernière fois vers cette chambre qui avait été sa maison pendant 2 ans. Elle avait l'impression de fermer définitivement un chapitre de sa vie. Le trajet vers Neuilly-sur-Seine prit encore 40 minutes.
Élise regardait le paysage changer. Les immeubles populaires cédaient la place aux quartiers bourgeois. Les rues se faisaient plus larges et plus vertes. Quand la limousine s'arrêta devant le portail électronique d'une imposante propriété, elle resta bouche bée. La maison d'Antoine était un hôtel particulier du XIXe siècle, entouré d'un parc de 2 hectares en plein cœur de Neuilly. Les fenêtres éclairées donnaient un aspect chaleureux à cette demeure, qui avait pourtant quelque chose de mélancolique, comme si elle attendait depuis des années le retour de ses occupants légitimes. « C'est ici que j'ai grandi ?» demanda Élise en descendant de voiture. « Les 8 premières années de ta vie », confirma Antoine. « Nous avons gardé ta chambre exactement comme elle était le jour de ta disparition. J'ai toujours espéré que tu reviendrais. » Madame Rousseau, la gouvernante, les attendait sur le perron. C'était une femme d'une 50aine d'années, élégante et discrète, qui travaillait pour Antoine depuis 20 ans. Quand elle vit Élise descendre de voiture, elle porta les mains à son cœur et ses yeux se remplirent de larmes. « Mademoiselle Élise ?» murmura-t-elle. « Mon Dieu, comme vous avez grandi, vous êtes exactement comme votre maman au même âge. » Elle s'approcha timidement, comme si elle n'osait pas y croire. « Vous vous souvenez de moi? Je vous faisais des cookies aux pépites de chocolat quand vous étiez petite. » Élise secoua la tête, mais quelque chose dans le sourire de cette femme lui semblait familier. Une chaleur, une bienveillance qui éveillait en elle des échos lointains. « Je suis désolé, je ne me souviens de rien de cette époque. » Madame Rousseau hocha la tête avec compréhension. « Ce n'est pas grave, ma chérie. L'important, c'est que vous soyez de retour à la maison. » Antoine fit visiter la maison à sa fille, lui montrant les pièces qu'elle avait connues enfant. Le grand salon avec sa cheminée en marbre, la bibliothèque aux murs couverts de livres anciens, la salle à manger où ils prenaient leur repas en famille. Tout était resté exactement comme avant, comme un musée figé dans le temps. « Et voici ta chambre », dit Antoine, en ouvrant une porte au premier étage. Élise poussa un petit cri de surprise. La chambre était celle d'une petite fille de 8 ans, avec des murs roses, un lit à baldaquin blanc, des peluches alignées sur les étagères et des dessins d'enfants encadrés au mur. Au centre de la pièce trônait une magnifique maison de poupées, reproduction parfaite d'un château de conte de fées. « Vous avez vraiment tout gardé », murmura Élise, émue malgré elle par cette manifestation d'amour paternel. « J'espérais tous les jours que tu rentrerais », dit Antoine. Madame Rousseau faisait le ménage ici chaque semaine. Elle changeait les draps. Elle époussetait tes jouets, au cas où tu reviendrais. Élise s'approcha de la maison de poupées et l'examina de près. Soudain, un détail attira son attention. Dans le salon miniature, il y avait un petit piano en bois, et à côté, une minuscule figurine représentant une petite fille en robe bleue. « Cette poupée, » dit-elle en la prenant délicatement. « Elle me dit quelque chose, comme si je l'avais déjà vue. »« Tu l'appelais Princesse Bleue, » dit Antoine avec émotion. « C'était ta poupée préférée. Tu l'emmenais partout avec toi, tu lui parlais, tu lui racontais des histoires. Tu m'avais dit qu'elle était ta meilleure amie. » En entendant ces mots, quelque chose bougea dans l'esprit d'Élise. Comme un voile qui se déchirait lentement, elle eut soudain une vision fugace. Elle-même, petite fille, assise dans cette même chambre, parlant à cette poupée en lui brossant les cheveux. « Je me souviens de quelque chose, » murmura-t-elle. « Vaguement, une chanson que je chantais à ma poupée. Quelque chose comme « Dors, ma princesse bleue, dors jusqu'au matin. Papa et maman sont là, tu ne crains rien. » Antoine sentit ses genoux faiblir. Cette chanson, c'était lui qui la lui avait apprise, une berceuse qu'il avait inventée spécialement pour elle. « Tu te souviens ?» dit-il avec une joie immense. « Tu commences à te souvenir. Les médecins m'avaient dit que ça pourrait arriver si tu revenais dans un environnement familier. » Il prit sa fille dans ses bras, la serrant contre lui avec une tendresse infinie. « Ma petite princesse est enfin revenue à la maison. Qu'est-ce que vous ressentez en lisant cette scène de retrouvailles? Cette histoire vous touche-t-elle? Partagez vos émotions dans les commentaires. » Madame Rousseau les rejoignit avec un plateau de thé et des petits gâteaux. « J'ai pensé que vous pourriez avoir faim après toutes ces émotions, » dit-elle avec sa prévenance habituelle. « Et j'ai préparé la suite princesse pour mademoiselle Élise, comme vous l'avez demandé, monsieur Antoine. Mais peut-être préférerait-elle dormir dans son ancienne chambre ?» Élise regarda autour d'elle, partagée entre l'émotion de retrouver ce lieu de son enfance et l'étrangeté de se retrouver dans un décor si éloigné de sa vie d'adulte. « Je pense que j'aimerais découvrir cette suite, » dit-elle finalement. « Cette chambre est belle, mais elle appartient à la petite fille que j'étais. Je ne suis plus cet enfant. » Antoine comprit et respecta son choix. Il était important qu'Élise puisse construire sa nouvelle vie
sans avoir l'impression d'être prisonnière de son passé. La suite princesse était somptueuse. Une chambre avec un lit king size, un salon privatif, une salle de bain avec baignoire à remous, et surtout, une terrasse qui donnait sur le parc et permettait de voir l'étang où nageaient plusieurs cygnes. « Vous avez un étang avec des cygnes » s'exclama Élise en découvrant la vue. « Bien sûr » sourit Antoine. « Comment aurais-je pu vivre sans cygnes après avoir eu une fille qui les adorait? Ces oiseaux me rappelaient toi tous les jours. Parfois, je venais m'asseoir au bord de l'étang et je leur parlais de toi, je leur disais que tu reviendrais un jour. » Cette nuit-là, Élise eut du mal à s'endormir. Trop d'émotions, trop de révélations, trop de changements d'un seul coup. Elle sortit sur sa terrasse et observa les cygnes qui glissaient silencieusement sur l'eau claire sous la lumière de la lune. Quelque part dans son esprit, des souvenirs continuaient de bouger, comme des bulles qui remontent lentement à la surface d'un lac profond. De son côté, Antoine ne dormait pas non plus. Il était dans son bureau, au téléphone avec ses avocats et ses conseillers, organisant le retour légal de sa fille. Il fallait rétablir son vrai nom, sa vraie identité, lui donner accès à son héritage. Il fallait aussi mener une enquête approfondie sur Pierre Moreau, comprendre comment et pourquoi il avait enlevé Élise, découvrir s'il avait eu des complices. Le lendemain matin, Élise fut réveillée par des coups légers à sa porte. C'était Madame Rousseau qui apportait le petit déjeuner sur un plateau d'argent, croissants frais, confiture maison, jus d'orange pressé et surtout des cookies aux pépites de chocolat encore tièdes. « J'ai pensé que vous aimeriez peut-être retrouver les saveurs de votre enfance », dit la gouvernante avec un sourire maternel. En croquant dans un cookie, Élise eut soudain un flash. Elle-même, petite fille, dans la cuisine de cette même maison, debout sur un tabouret pour atteindre le plan de travail, aidant une femme aux cheveux bruns à mélanger la pâte à cookies. « Madame Rousseau, » dit-elle avec excitation, « vous aviez les cheveux bruns avant, n'est-ce pas? Et nous faisions la cuisine ensemble ?» La gouvernante porta la main à ses cheveux maintenant grisonnants et sourit avec émotion. « Oui, ma chérie. Vous vous souvenez? Vous étiez ma petite assistante cuisinière. Vous insistiez toujours pour casser les œufs vous-même, même si vous en mettiez partout. Les souvenirs affluaient maintenant comme un barrage qui cède. » Élise revoyait des scènes de plus en plus précises. Elle-même courant dans le parc en riant, nourrissant les cygnes avec son père, dessinant à la table de la cuisine, pendant que Madame Rousseau préparait le dîner. Chaque détail retrouvé était comme un morceau de puzzle qui reprenait sa place, reconstituant lentement l'image de son enfance perdue. Antoine la trouva dans le jardin, assise au bord de l'étang, observant les cygnes avec fascination. « Bonjour, ma chérie. Bien dormi ?» Elle se tourna vers lui avec un sourire radieux. « Papa, je me souviens de plus en plus de choses. Ce matin, en voyant Madame Rousseau, j'ai retrouvé des souvenirs de la cuisine. Et maintenant, en regardant ces cygnes, je me rappelle nos dimanches au parc. Vous m'achetiez toujours un sac de graines et je voulais nourrir tous les oiseaux du lac. Papa ?» Ce simple mot, qu'Élise avait prononcé naturellement pour la première fois depuis leur retrouvaille, fit monter les larmes aux yeux d'Antoine. Pendant 15 ans, il avait rêvé d'entendre sa fille l'appeler ainsi de nouveau. « J'ai quelque chose à te montrer », dit-il en sortant une épaisse chemise de documents. Mes détectives privés ont retrouvé la trace de Pierre Moreau. Son vrai nom était Pierre Dubois. « Dubois ?» répéta Élise, interloquée. « Comme nous ?» Antoine hocha gravement la tête. « C'était mon demi-frère, le fils illégitime de mon père, né d'une liaison avec sa secrétaire. Mon père ne l'a jamais reconnu officiellement, et Pierre en a toujours voulu à notre famille. Quand mon père est mort et que j'ai hérité de l'entreprise, Pierre a essayé de contester le testament. Il a perdu au tribunal et c'est là qu'il a disparu. L'histoire prenait une tournure encore plus sombre. Il t'a enlevé pour se venger de moi, continua Antoine, pour me faire souffrir comme il avait souffert d'être rejeté par notre père, mais je pense qu'avec le temps, il s'est attaché à toi. Il n'a pas pu te faire du mal, alors il a inventé cette histoire d'accident pour te garder près de lui tout en me punissant. » Élise pâlit en entendant cette révélation. « Donc l'homme qui m'a élevé était votre frère, mon oncle ?» Elle porta la main à son collier, ce bijou qui avait été le lien inconscient entre sa vraie famille et sa fausse vie. « C'est pour ça qu'il connaissait l'existence de ce collier. Il savait que vous me l'aviez offert. »« Exactement, » confirma Antoine. « Il a utilisé ton propre collier pour renforcer le mensonge sur tes parents morts. C'était diaboliquement calculé. » Il prit les mains de sa fille dans les siennes. « Mais ma chérie, il faut que tu saches une chose importante. Même s'il t'a enlevé, même s'il t'a menti,
Je pense qu'il t'aimait sincèrement. À sa façon tordue, il considérait probablement qu'il te sauvait d'une famille qu'il avait rejetée. « Comment pouvez-vous dire ça ?» s'exclama Élise avec colère. « Il a détruit nos vies. Il vous a fait souffrir pendant 15 ans. Il m'a privé de mon vrai père, de ma vraie vie. » Antoine comprit sa réaction, mais il avait eu toute la nuit pour réfléchir à cette situation complexe. Parce que si nous gardons la haine dans nos cœurs, nous ne pourrons jamais être vraiment heureux, expliqua-t-il doucement. Pierre était un homme brisé, rongé par le ressentiment. Il a fait des choses terribles, mais au final, il t'a élevé avec amour. Tu es devenue une jeune femme magnifique, intelligente et bonne. Si tu avais grandi dans la haine et la maltraitance, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Élise réfléchit aux paroles de son père. C'était vrai que Pierre, malgré ses mensonges, avait été un père aimant. Il l'avait nourrie, logée, éduquée, soignée quand elle était malade. Il avait sacrifié sa propre vie pour s'occuper d'elle. Cette réalisation ne justifiait pas ses actes, mais elle rendait la situation encore plus complexe émotionnellement. « J'ai contacté les autorités », continua Antoine. « L'affaire va être rouverte officiellement, mais comme Pierre est mort, il n'y aura pas de procès. L'important maintenant, c'est de nous concentrer sur notre avenir ensemble. » Il se leva et tendit la main à sa fille. « Viens, j'ai quelque chose d'autre à te montrer. » Il la conduisit vers son bureau, une pièce imposante avec des murs couverts de diplômes et de photos de ses succès entrepreneuriaux. Mais ce qu'il voulait lui montrer n'était pas lié à ses affaires. Dans un coin de la pièce, il y avait un meuble vitré contenant tous les dessins d'enfants d'Élise, soigneusement encadrés et étiquetés par date. « Tu as gardé tous mes dessins », murmura Élise, émue. « Chacun d'entre eux », confirma Antoine. « Regarde celui-ci, c'est mon préféré. » Il lui montra un dessin maladroit représentant 3 personnages, un grand homme, une femme et une petite fille, tous les 3 se tenant la main devant une maison. En bas d'une écriture d'enfant, on pouvait lire « Ma famille que j'aime ». Je l'avais affiché dans mon bureau pendant des années, dit Antoine. C'était ma façon de te garder près de moi, même quand tu n'étais plus là. Élise examina le dessin, et soudain, elle se souvint parfaitement du jour où elle l'avait fait. C'était un dimanche pluvieux. Elle s'ennuyait, et sa mère lui avait donné des crayons de couleur pour qu'elle dessine pendant qu'eux discutaient de choses importantes d'adultes. « Maman était brune, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en regardant la figure féminine du dessin. Avec de longs cheveux et des yeux verts, Antoine acquiesça. Elle était très belle. Tu lui ressembles beaucoup d'ailleurs. La même grâce, la même douceur dans le regard. Il marqua une pause. « Tu aimerais la retrouver? Vous pensez que c'est possible ?» L'espoir dans la voix d'Élise était palpable. « Je vais engager les meilleurs détectives du pays, » promit Antoine. « Si elle est encore vivante, nous la retrouverons. Tu mérites d'avoir tes 2 parents. » Il ne dit pas à Élise que les chances de retrouver sa mère dans un état psychologique stable étaient minces. Catherine Dubois avait sombré dans l'alcoolisme et la dépression après la disparition de sa fille, et 15 ans, c'était long pour quelqu'un qui était déjà fragile. L'assistant d'Antoine, Julien, frappa à la porte du bureau. « Monsieur Dubois, les journalistes sont déjà au courant pour mademoiselle Élise. Ils campent devant le portail et mon téléphone n'arrête pas de sonner. Comment voulez-vous gérer cette situation ?» Antoine fronça les sourcils. Il avait espéré avoir plus de temps avant que la nouvelle ne filtre dans les médias. « Papa ?» dit Élise, inquiète. « Qu'est-ce que ça veut dire? Il va y avoir des journalistes ?» Antoine réalisa que sa fille n'avait aucune idée de ce que signifiait être membre d'une famille aussi en vue que la leur. « Ma chérie, il faut que tu comprennes quelque chose. Notre famille est très connue en France. Ton retour va faire la une de tous les journaux, de toutes les chaînes de télévision. C'est l'histoire du siècle. L'héritière milliardaire retrouvée après 15 ans. Je ne veux pas être dans les journaux, dit Élise avec panique. Je veux juste retrouver ma famille en paix. Pourquoi est-ce que les gens s'intéressent à notre vie privée? Antoine comprit sa réaction. Elle avait vécu 23 ans dans l'anonymat. Elle ne pouvait pas comprendre du jour au lendemain les contraintes de la célébrité et de la richesse. Malheureusement, nous n'avons pas le choix, expliqua-t-il. Mais nous allons gérer ça ensemble. Julien va organiser une conférence de presse pour cet après-midi. Nous allons raconter notre version de l'histoire, contrôler l'information, et après, les médias nous laisseront tranquilles. C'était en partie un mensonge. Antoine savait que l'intérêt médiatique pour Élise ne cesserait jamais complètement, mais il ne voulait pas l'effrayer davantage. « Une conférence de presse ?» répéta Élise, terrifiée. « Mais je ne sais pas parler devant les caméras. Je ne sais pas quoi dire. » Antoine la prit dans ses bras. « Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit.
Je peux très bien gérer ça tout seul. L'important, c'est que tu sois là, à côté de moi, pour montrer que nous sommes réunis. » Pendant qu'Antoine organisait la conférence de presse avec son équipe de communication, Élise retourna dans sa chambre d'enfance, cherchant dans les objets familiers d'autres souvenirs qui pourraient remonter à la surface. Elle ouvrit une armoire et découvrit ses anciens vêtements, soigneusement conservés dans des housses transparentes. Robes de petite fille, chaussures vernies, manteaux d'hiver, tout était là, figé dans le temps. Au fond de l'armoire, elle trouva une boîte qu'elle ne reconnut pas immédiatement. À l'intérieur, il y avait des lettres attachées par un ruban rose. L'écriture sur les enveloppes était celle d'un enfant, et elles étaient toutes adressées à Papa Noël. Élise sourit en réalisant qu'Antoine avait même conservé ses lettres au Père Noël. Elle en ouvrit une au hasard et lut « Cher Papa Noël, cette année je voudrais une maison de poupée encore plus grande, et aussi que papa soit moins triste quand il croit que je ne le regarde pas. Maman pleure parfois la nuit, je l'entends. Je voudrais qu'il soit heureux comme avant. Je serai très sage, promis. Élise, 7 ans. » Cette lettre la troubla profondément. Même enfant, elle avait perçu les tensions dans la famille. Ses parents n'étaient donc pas aussi heureux qu'elle l'avait cru. « Il y avait des problèmes entre papa et maman avant ma disparition ?» demanda-t-elle, quand Antoine vint la voir. Antoine soupira en voyant la lettre dans ses mains. « Ta mère et moi, nous traversions une période difficile, c'est vrai. J'étais trop absorbé par mon travail. Je rentrais tard, je voyageais beaucoup. Catherine se sentait seule, négligée. Nous nous disputions souvent. » Et il s'assit à côté de sa fille sur le lit de son enfance. « Ta disparition n'a fait qu'amplifier des problèmes qui existaient déjà. Donc même si Pierre ne m'avait pas enlevé, vous auriez peut-être divorcé quand même. Cette possibilité rendait la situation encore plus complexe. »« C'est possible, » admit Antoine. « Mais ta présence nous aurait peut-être aidé à surmonter nos difficultés. Un enfant, c'est un lien très fort entre deux parents. Sans toi, nous n'avions plus rien en commun. » L'heure de la conférence de presse approchait. Antoine avait fait aménager le grand salon de réception pour accueillir une dizaine de journalistes triés sur le volet. Il ne voulait pas d'un cirque médiatique, juste une communication contrôlée pour satisfaire la curiosité du public et protéger sa fille des paparazzis trop invasifs. Élise avait revêtu une robe simple mais élégante que Madame Rousseau était allée acheter en urgence dans les boutiques de luxe des Champs-Élysées. Elle portait toujours son collier au cygne, qui allait devenir le symbole de cette histoire extraordinaire. Antoine lui avait expliqué qu'elle n'aurait qu'à rester silencieuse et souriante, qu'il se chargerait de toutes les questions. « Mesdames et messieurs les journalistes, » commença Antoine devant les caméras, « je vous ai réunis aujourd'hui pour vous annoncer la nouvelle la plus importante de ma vie. Après 15 années de recherche, j'ai retrouvé ma fille Élise, disparue en 2008 alors qu'elle n'avait que 8 ans. » Un murmure parcourut l'assemblée de journalistes. Ils savaient que cette conférence concernait une annonce personnelle majeure, mais peu s'attendaient à une révélation d'une telle ampleur. « Ma fille a été enlevée par mon demi-frère, Pierre Moreau, qui lui a fait croire que ses parents étaient morts et qu'il était son tuteur légal, » continua Antoine. « Pendant 15 ans, elle a vécu sous une fausse identité, privée de sa vraie famille et de son héritage. Nous nous sommes retrouvés hier soir par un concours de circonstances extraordinaires. Les questions fusèrent. Comment l'avez-vous reconnue? Où a-t-elle vécu toutes ces années? Va-t-elle hériter de votre fortune? Avez-vous l'intention de poursuivre en justice? » Antoine répondit avec diplomatie, donnant suffisamment de détails pour satisfaire la curiosité des médias sans révéler d'éléments trop personnels. « Et vous, mademoiselle Dubois ?» dit une journaliste en s'adressant directement à Élise. « Comment vous sentez-vous après cette révélation ?» Élise regarda son père, qui lui fit un signe d'encouragement. « C'est encore très récent, » dit-elle d'une voix timide mais claire. « J'ai besoin de temps pour assimiler tout ça, mais je suis heureuse d'avoir retrouvé mon père. Il me manquait sans que je le sache. » Cette phrase, simple et touchante, allait faire le tour de tous les médias français dans les heures suivantes. L'histoire d'Élise captivait déjà l'opinion publique, et son côté conte de fées modernes touchait le cœur de millions de personnes. Après la conférence de presse, Antoine et Élise se retrouvèrent enfin seuls dans le calme du grand salon. « Comment tu te sens ?» demanda Antoine. « Épuisé, » admit Élise, et un peu effrayé. « Tous ces journalistes, toutes ces questions, c'est un monde que je ne connais pas. Tu vas apprendre, » la rassura Antoine. « Et tu n'es pas obligé d'aimer ça. Nous pouvons vivre discrètement si tu préfères. L'important, c'est que nous soyons ensemble. » Il marqua une pause. « Il y a une chose dont nous devons parler, ma chérie. Ton héritage.
Tu es ma seule héritière, ce qui signifie que tu es déjà, techniquement, l'une des femmes les plus riches de France. Je ne veux pas de votre argent, dit Élise instinctivement. Je veux dire, pas comme ça. Je n'ai rien fait pour le mériter. Antoine sourit devant cette réaction qui lui rappelait sa propre éthique du travail. Ma chérie, tu n'as pas à mériter l'amour de ton père. Et cet argent, je l'ai gagné en pensant à toi, pour toi. Bien sûr, tu devras apprendre à gérer cette richesse, à l'utiliser de façon responsable, mais c'est ton droit de naissance. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie ? Demanda Élise avec appréhension. Tout, répondit honnêtement Antoine. Tu ne pourras plus vivre anonymement, tu auras des responsabilités et des obligations sociales, mais tu auras aussi le pouvoir de faire le bien, d'aider les autres, de changer des vies. Avec la richesse vient la responsabilité. Ce soir-là, pour leur premier dîner en famille depuis 15 ans, Antoine avait demandé à Madame Rousseau de préparer tous les plats préférés d'Élise enfant, escalope de veau à la crème, purée de pommes de terre maison, et en dessert, une tarte aux pommes comme elle les aimait. À sa grande surprise, Élise se souvenait du goût de tous ces plats. « C'est incroyable », dit-elle en savourant la tarte. « J'ai l'impression de retrouver non seulement des souvenirs, mais aussi des sensations, des émotions, comme si mon corps se rappelait de choses que mon esprit avait oubliées. » Antoine était fasciné par ce processus de retour mémoriel. Les médecins lui avaient expliqué que les traumatismes pouvaient effacer certains souvenirs, mais que l'exposition à des éléments familiers pouvait les faire ressurgir. « Parlez-moi de maman », demanda soudain Élise. « Comment était-elle? Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Antoine posa sa fourchette, un sourire nostalgique aux lèvres. « Ta mère était lumineuse. C'est le mot qui lui convient le mieux. Elle illuminait chaque pièce où elle entrait. Nous nous sommes rencontrés à l'université, elle étudiait la littérature française et moi l'informatique. Elle m'a aidé avec mes cours de français et moi, je l'ai aidé avec ses cours d'informatique obligatoires. Elle était drôle, intelligente, passionnée, continua-t-il. Elle rêvait de devenir écrivain, de publier des romans. Elle écrivait des heures entières, enfermée dans son bureau, et quand elle sortait, elle avait cette expression radieuse de quelqu'un qui vient de créer quelque chose de beau. Antoine marqua une pause. Quand tu es né, elle a arrêté d'écrire pour se consacrer entièrement à toi. Je pense que ça lui manquait, même si elle ne l'a jamais dit. « Vous pensez qu'elle m'en voulait ?» demanda Élise avec inquiétude. « Oh non, ma chérie, elle t'adorait. Tu étais tout son monde. Mais je pense qu'elle avait besoin de retrouver sa passion pour l'écriture, et nous ne l'avons pas assez encouragée. C'est l'un de mes regrets. » Antoine réalisa qu'il parlait de Catherine au passé, comme si elle était morte. Il espérait de tout cœur qu'elle était encore vivante quelque part. Le lendemain matin, le réveil d'Élise fut brutal. En ouvrant les volets de sa chambre, elle découvrit une dizaine de paparazzis massés devant le portail de la propriété, leur téléobjectif pointé vers la maison. « Papa !» cria-t-elle en courant vers le bureau d'Antoine. « Il y a des photographes partout dehors !» Antoine soupira. Il s'y attendait, mais il avait espéré avoir plus de répit. « C'est normal, ma chérie. Notre histoire fait le tour du monde. Regarde. » Il lui montra son ordinateur portable. Leurs photos étaient en une de tous les grands journaux européens, et les sites internet ne parlaient que de l'héritière retrouvée et du miracle de Noël en avance. Le conte de fées du XXIe siècle, lut Élise sur l'écran. La Cendrillon des temps modernes retrouve son prince de père. C'est ridicule. Nous ne sommes pas dans un conte de fées. Antoine comprit sa frustration. Les médias avaient tendance à simplifier et romancer les histoires complexes pour les rendre plus vendables. Malheureusement, c'est comme ça que fonctionne la presse, expliqua-t-il. Mais ne t'inquiète pas, l'intérêt va retomber. En attendant, nous allons rester ici, en sécurité. Il avait déjà contacté une agence de sécurité privée pour renforcer la surveillance de la propriété et protéger sa fille des intrusions. « Il faut que je retourne chercher mes dernières affaires dans ma chambre, » dit Élise. « Et j'aimerais dire au revoir à mes collègues du restaurant, les remercier pour leur gentillesse. » Antoine secoua la tête. « C'est impossible pour le moment. Avec tous ces paparazzis, tu ne peux pas sortir. Mais je peux envoyer quelqu'un récupérer tes affaires, et nous pouvons inviter tes collègues ici si tu veux. » L'idée de voir ses anciens collègues dans ce cadre luxueux gênait Élise. Elle avait peur qu'ils la jugent, qu'ils pensent donc qu'elle leur avait menti sur sa vraie identité. « Ils vont croire que je me moquais d'eux, » dit-elle tristement, « que je jouais à la pauvre alors que j'étais riche. »« Tu n'étais pas riche, » lui rappela Antoine. « Tu ne savais même pas qui tu étais vraiment. Tu as vécu leur vie, tu as partagé leurs difficultés, leurs espoirs. Tu n'as jamais joué la comédie. » Il avait raison,
Mais Élise savait que les relations humaines n'étaient pas toujours logiques. Ses collègues auraient peut-être du mal à accepter cette transformation soudaine. L'avocat principal d'Antoine, maître Bertrand, arriva dans l'après-midi avec une montagne de documents à signer. « Il faut régulariser rapidement la situation de mademoiselle Élise », expliqua-t-il. « Rétablir sa vraie identité, annuler ses faux papiers, la déclarer officiellement vivante auprès de tous les organismes officiels. » C'était un processus complexe qui allait prendre plusieurs semaines. « Il y a aussi la question de l'héritage », continua l'avocat. « Voulez-vous que je prépare les documents pour que mademoiselle Élise soit immédiatement reconnue comme votre héritière unique ?» Antoine regarda sa fille. « Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie ?»« Je ne sais pas, » admit Élise. « Tout va si vite. Il y a encore 3 jours, j'étais serveuse et je comptais mes euros pour payer mon loyer. Maintenant, vous me parlez d'hériter de milliards. C'est vertigineux. » Elle avait raison. La transition était brutale pour quelqu'un qui n'avait jamais connu que la vie ordinaire d'une jeune femme de la classe moyenne. « Nous pouvons procéder progressivement, » suggéra maître Bertrand. « Commencer par lui donner accès à un compte courant confortable, puis augmenter graduellement ses droits et responsabilités au fur et à mesure qu'elle s'adapte à sa nouvelle situation. » Cette approche sembla rassurer Élise. « Et mes études ?» demanda-t-elle soudain. « J'avais commencé des cours du soir en littérature à la Sorbonne. Je voudrais les continuer. » Antoine sourit, ravi de voir que sa fille avait des ambitions intellectuelles. « Bien sûr, tu peux même t'inscrire à temps plein maintenant. Tu n'as plus besoin de travailler pour payer tes études. Tu pourrais même faire un doctorat si ça te plaît. » L'idée d'étudier sans contrainte financière enchantait Élise. Pour la première fois depuis leur retrouvaille, elle entrevoyait un aspect positif concret de sa nouvelle situation. « J'aimerais vraiment ça, » dit-elle avec enthousiasme. « Et peut-être qu'un jour, je pourrais écrire, comme maman voulait le faire. »« Tu pourrais même créer une maison d'édition, » suggéra Antoine. « Aider de jeunes auteurs à publier leurs œuvres. Utiliser notre fortune pour promouvoir la littérature. » Cette idée plut immédiatement à Élise. Elle commençait à comprendre ce que son père voulait dire quand il parlait d'utiliser la richesse de façon responsable. Le soir même, Antoine reçut un appel qui allait changer encore une fois le cours de leur histoire. « Monsieur Dubois ?» dit la voix au bout du fil. « Ici l'inspecteur Morales de la police de Marseille. Nous avons peut-être des informations sur votre ex-épouse, Catherine Dubois. Une femme correspondant à son signalement a été admise dans un centre de désintoxication de notre région il y a 6 mois. Elle se faisait appeler Catherine Martin, mais ses empreintes correspondent à celles de votre épouse. » Antoine sentit son cœur s'emballer. Catherine était vivante. « Dans quel état est-elle » demanda-t-il, redoutant la réponse. « Physiquement, elle va mieux depuis qu'elle suit le programme du centre, » répondit l'inspecteur. « Psychologiquement, c'est plus compliqué. Elle parle souvent d'une fille qu'elle aurait perdue. Elle dit qu'elle la cherche encore. Les médecins pensent qu'elle n'a jamais accepté la disparition de son enfant. » « Elle ne sait pas qu'Élise a été retrouvée » demanda Antoine. « Non, elle ne regarde pas les informations, ne lit pas les journaux. Elle vit complètement coupée du monde extérieur. Voulez-vous que nous la prévenions ?» Antoine réfléchit rapidement. Cette nouvelle était trop importante pour être annoncée par téléphone ou par des étrangers. « Non, dit-il finalement, je vais venir la voir moi-même, avec Élise. Catherine doit apprendre la nouvelle de notre bouche. » Il nota l'adresse du centre et promit d'être là le lendemain. Quand il raccrocha, Élise le regardait avec des yeux brillants d'espoir et d'appréhension. « Maman est vivante » murmura-t-elle. « Elle est vivante, ma chérie. Et demain, nous allons la retrouver tous les deux. » Antoine prit sa fille dans ses bras, réalisant que ce miracle de Noël n'était peut-être pas encore terminé. Après 15 ans de séparation et de souffrance, leur famille allait peut-être enfin pouvoir se reconstruire. Mais il ne dit pas à Élise ses inquiétudes concernant l'état psychologique de Catherine. 15 ans d'alcoolisme et de dépression laissaient forcément des séquelles. Sa femme serait-elle capable de reconnaître leur fille? Serait-elle assez stable pour supporter le choc de ces retrouvailles? Et surtout, pourrait-elle pardonner à Antoine de ne pas avoir su protéger leur enfant? Cette nuit-là, ni le père ni la fille ne purent fermer l'œil. Ils étaient à la veille de retrouvailles qui pourraient soit compléter leur bonheur, soit le compliquer davantage. Mais ils savaient tous les deux qu'ils devaient tenter cette réconciliation familiale, quelles qu'en soient les conséquences. Le voyage vers Marseille se déroula dans un silence chargé d'émotions. Antoine avait affrété un jet privé pour éviter les paparazzis et préserver l'intimité de ces retrouvailles si particulières. Élise regardait par le hublot les nuages qui défilaient,
tenant fermement le collier au cygne entre ses doigts. Dans quelques heures, elle allait rencontrer sa mère pour la première fois depuis 15 ans, une femme dont elle ne gardait que des souvenirs fragmentaires et flous. « Comment crois-tu qu'elle va réagir ?» demanda Élise pour la 10e fois depuis le décollage. Antoine prit la main de sa fille, sentant qu'elle tremblait légèrement. « Je ne sais pas, ma chérie. Ta mère a beaucoup souffert, et l'alcool a probablement endommagé sa mémoire et sa capacité à gérer les émotions fortes. Il faut que tu te prépares à toutes les éventualités. Et si elle ne me reconnaît pas ?» La peur dans la voix d'Élise était palpable. Et si elle refuse de croire que c'est vraiment moi? Antoine avait les mêmes craintes, mais il ne voulait pas les partager avec sa fille. Dans ce cas, nous prendrons le temps qu'il faudra pour la convaincre. L'important, c'est qu'elle sache que tu es vivante et que tu es revenue. Le centre de réhabilitation. Les Pins Bleus étaient situés dans les collines au-dessus de Marseille. Un établissement moderne et discret, spécialisé dans le traitement des addictions et des troubles psychologiques. Le directeur, Dr Lemercier, les accueillit personnellement, visiblement impressionné par l'importance de ses visiteurs. « Madame Martin, Catherine, va mieux depuis quelques mois », expliqua-t-il en les conduisant vers son bureau. « Elle a arrêté de boire, elle mange correctement, elle participe aux thérapies de groupe, mais elle reste très fragile psychologiquement. Elle passe des heures à regarder par la fenêtre et elle parle souvent de sa fille comme si elle était encore vivante quelque part. « Comment lui avez-vous annoncé notre visite ?» demanda Antoine. « Je lui ai simplement dit qu'une personne de son passé souhaitait la rencontrer, » répondit le médecin. Elle a semblé anxieuse, mais pas hostile. Cependant, je dois vous prévenir. Le choc de ces retrouvailles pourrait provoquer une rechute. Nous devons procéder avec une extrême prudence. Le docteur les conduisit vers le jardin thérapeutique du centre, un espace verdoyant avec des bancs, des massifs de fleurs et une petite fontaine. « Elle passe beaucoup de temps ici, » expliqua-t-il. Elle dit que le bruit de l'eau l'apaise. Antoine et Élise échangèrent un regard. Catherine avait toujours adoré les jardins et les points d'eau. C'était un trait de caractère qui n'avait visiblement pas changé. Et puis ils la virent. Assise sur un banc face à la fontaine, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux châtains striés de gris, vêtue d'un simple cardigan beige et d'un pantalon de toile. Elle était plus mince que dans les souvenirs d'Antoine, avec des rides qui témoignaient de 15 années de souffrance, mais il reconnut immédiatement ses traits délicats et ses yeux verts. « Catherine » appela doucement Antoine en s'approchant. La femme se retourna et son visage exprima d'abord la surprise, puis une reconnaissance douloureuse. « Antoine » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Qu'est-ce que tu fais ici? Comment m'as-tu trouvé ?» Ses yeux étaient remplis de méfiance et d'appréhension, comme si elle redoutait qu'il vienne lui reprocher sa fuite d'autrefois. « Je suis venu te voir parce que j'ai quelque chose d'extraordinaire à t'annoncer, » dit Antoine en s'asseyant à côté d'elle sur le banc. Élise restait en retrait, observant cette femme qui était sa mère, mais qui lui semblait être une parfaite étrangère. « Catherine, notre fille. Élise, elle est vivante. Elle est ici avec moi. » Le visage de Catherine se figea. Elle regarda Antoine comme s'il venait de dire quelque chose d'incompréhensible. « Non, » dit-elle en secouant la tête. « Non, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me donner de faux espoirs. Élise est morte, elle a disparu, elle... » Sa voix se brisa et elle se mit à pleurer silencieusement. « Catherine, regarde. » Antoine fit signe à Élise de s'approcher. « Regarde-la bien. » Élise s'avança lentement, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Quand Catherine leva les yeux vers elle, ce fut comme si le temps s'arrêtait. Mère et fille se regardèrent en silence pendant de longues secondes, chacune cherchant dans le visage de l'autre des traces du passé. « Ses yeux, » murmura Catherine. « Elle a les mêmes yeux bleus qu'Élise, et cette façon de pencher la tête quand elle est gênée. » Ses mains tremblaient maintenant violemment. « Mais c'est impossible. Élise était une petite fille. Cette jeune femme ne peut pas être... » Elle s'arrêta net en apercevant le collier au cygne que portait Élise. « Le collier, » chuchota-t-elle. « Le collier que tu lui avais offert pour ses 8 ans. Elle le portait le jour où... » Catherine se leva brusquement comme si elle avait reçu un choc électrique. « Non, non, ce n'est pas possible. C'est un rêve, un cauchemar. Je deviens folle, comme le disent les médecins. » Élise s'approcha encore plus près et prit délicatement les mains de sa mère dans les siennes. « Maman, » dit-elle doucement, « c'est vraiment moi. Je sais que c'est difficile à croire, mais je suis votre fille. Je suis Élise. » En entendant ce mot, « maman », prononcé avec la même intonation tendre que dans ses souvenirs, Catherine s'effondra.
Elle tomba à genoux dans l'herbe, sanglotant avec une intensité qui faisait mal à voir. 15 années de culpabilité, de chagrin et de désespoir s'écoulaient d'elle comme un barrage qui rompt. « Ma petite fille », répétait-elle entre ses larmes, « ma petite princesse, tu es revenue. J'ai prié tous les jours pour que tu reviennes. » Élise s'agenouilla aussi et prit sa mère dans ses bras. Pour la première fois depuis ses retrouvailles avec son père, elle se laissa complètement aller à ses émotions. Sentir les bras de sa mère autour d'elle, respirer son parfum qui lui rappelait vaguement quelque chose de rassurant, entendre sa voix lui murmurer des mots d'amour. C'était comme si une partie d'elle-même, longtemps manquante, se remettait enfin en place. « Pardonne-moi », sanglotait Catherine. « Pardonne-moi de t'avoir abandonnée. Quand tu as disparu, je n'ai pas supporté. Je me suis dit que c'était ma faute, que si j'avais été une meilleure mère, ça ne serait jamais arrivé. J'ai sombré, j'ai tout quitté, je me suis perdue moi-même. » « Maman, ce n'était la faute de personne, » dit Élise en caressant les cheveux de sa mère. « Nous avons tous été victimes d'un homme malade. L'important, c'est que nous soyons réunis maintenant. » Antoine s'approcha et entoura sa femme et sa fille de ses bras, formant pour la première fois depuis 15 ans un cercle familial complet. Le docteur Lemercier, qui avait assisté à la scène à distance respectueuse, s'approcha avec prudence. « Comment vous sentez-vous, Catherine ?» demanda-t-il. Catherine leva vers lui un visage transfiguré, malgré les larmes qui continuaient de couler. « Docteur, c'est ma fille. Ma petite fille est revenue. Je ne suis pas folle, elle est vraiment là. »« Je vois ça, » sourit le médecin. « C'est effectivement un miracle extraordinaire. Mais nous devons faire attention à ne pas vous surexciter. Ces émotions sont très intenses pour quelqu'un qui sort d'une longue période de dépression. » Il suggéra qu'ils continuent leur retrouvaille dans un cadre plus calme, dans le salon privé du centre. Pendant les heures qui suivirent, Catherine, Antoine et Élise reconstituèrent ensemble les pièces du puzzle de leur vie brisée. Catherine raconta sa descente aux enfers après la disparition d'Élise. L'alcool pour oublier, les nuits d'insomnie à chercher sa fille dans toutes les rues de Paris, la culpabilité qui la rongeait et qui avait détruit son mariage avec Antoine. « Je t'en voulais », avoua-t-elle à son ex-mari. « Je te reprochais de ne pas avoir su la protéger. Mais au fond, je m'en voulais encore plus à moi-même. Une mère doit protéger son enfant et j'avais échoué. » Antoine prit sa main. « Nous avons tous les deux échoué, Catherine, mais nous ne pouvions pas deviner ce que Pierre préparait. Il était mon frère, je lui faisais confiance. » Élise écoutait ses parents raconter leur histoire, comprenant enfin la profondeur du traumatisme qu'avait causé sa disparition. Elle réalisa que Pierre Moreau n'avait pas seulement détruit sa propre vie, mais aussi celle de ses parents, et même celle d'autres personnes qui l'aimaient et qui avaient souffert de son absence. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda Catherine avec appréhension. « Est-ce que nous pouvons essayer de redevenir une famille ?» La question planait dans l'air, chargée d'espoir mais aussi d'incertitude. 15 années de séparation, de souffrance et de reconstruction personnelle ne s'effaçaient pas d'un coup de baguette magique. « Je l'espère, » dit Antoine sincèrement, « mais nous devons y aller étape par étape. Tu dois d'abord finir ton traitement ici, retrouver complètement ta santé. Élise doit s'adapter à sa nouvelle vie. Et moi, je dois apprendre à être de nouveau un mari et un père, pas seulement un homme d'affaires obsédé par le travail. Et nous devons apprendre à nous connaître, » ajouta Élise. « Je ne suis plus la petite fille de 8 ans que vous avez perdue. J'ai grandi, j'ai vécu, j'ai développé ma propre personnalité. De votre côté, vous avez changé aussi. Nous sommes tous des personnes différentes maintenant. » Catherine acquiesça, comprenant la sagesse de ses paroles. « Tu as raison, ma chérie. Nous devons prendre le temps de redécouvrir qui nous sommes les uns pour les autres. » Elle regarda sa fille avec une admiration mêlée de tristesse. « Tu es devenue une jeune femme magnifique et intelligente. Je regrette d'avoir raté toutes ces années de ta croissance. Mais vous êtes là maintenant, » dit Élise, « et nous avons toute la vie devant nous pour rattraper le temps perdu. » Elle sortit de son sac l'une des photos qu'Antoine avait conservées, celle où ils étaient tous les trois ensemble dans le jardin de Neuilly. « Regardez, nous étions heureux avant. Nous pouvons l'être de nouveau. » Cette photo fit pleurer Catherine de nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie mêlées de nostalgie. « Nous étions si jeunes, » murmura-t-elle, « si insouciants. Nous pensions que rien ne pourrait jamais nous séparer. » Elle caressa délicatement le visage de sa fille sur la photo. « Maintenant, je sais à quel point le bonheur est fragile. Il faut le protéger, le chérir chaque jour. » Le docteur Lemercier les interrompit pour rappeler que Catherine devait prendre ses médicaments et se reposer. Les émotions de la journée avaient été intenses,
et il fallait éviter le surmenage. « Vous pourrez revenir demain », leur dit-il. « Et dans quelques semaines, si tout se passe bien, Catherine pourra sortir pour de courtes permissions. Nous pouvons envisager une réintégration progressive. » Au moment de se séparer, Catherine serra sa fille contre elle, comme si elle avait peur qu'elle disparaisse de nouveau. « Tu vas vraiment revenir ?» demanda-t-elle avec angoisse. « Je ne rêve pas. Tu ne vas pas disparaître encore ?» Élise l'embrassa tendrement sur le front. « Je reviendrai tous les jours jusqu'à ce que vous sortiez d'ici. Et après, nous construirons notre nouvelle vie ensemble. » Sur le chemin du retour vers Paris, Antoine et Élise parlèrent de cette journée bouleversante. « Elle va mieux que je ne l'espérais », admit Antoine. « Les médecins ont fait du bon travail. Elle est fragile, mais elle est lucide et déterminée à guérir. » Élise hocha la tête. « Je la trouve courageuse. 15 ans d'enfer, et elle trouve encore la force de se battre pour retrouver sa famille. Et toi, comment tu te sens ?» demanda Antoine. « J'ai l'impression d'avoir retrouvé une partie de moi que je ne savais même pas qu'elle me manquait, » répondit Élise. « Quand elle m'a serré dans ses bras, j'ai senti, je ne sais pas comment l'expliquer, une chaleur, une sécurité que je n'avais jamais ressentie, même avec Pierre qui m'aimait pourtant. C'est l'amour maternel, » expliqua Antoine. « C'est quelque chose d'unique, d'irremplaçable. Ta mère t'aimait déjà avant ta naissance. Elle t'a porté dans son ventre, elle t'a nourri de son lait. Ce lien-là ne se brise jamais, même après 15 ans de séparation. » Dans les semaines qui suivirent, une nouvelle routine s'installa. Antoine et Élise se rendaient à Marseille 3 fois par semaine pour voir Catherine, qui progressait de jour en jour. Les médecins étaient stupéfaits par la rapidité de son rétablissement. Retrouver sa fille lui avait donné une raison de vivre et une motivation extraordinaire pour guérir. Élise, de son côté, s'adaptait progressivement à sa nouvelle vie. Elle avait repris ses études à la Sorbonne, mais cette fois en tant qu'étudiante privilégiée qui n'avait plus à s'inquiéter de payer son loyer ou ses repas. Elle découvrait les avantages de la richesse. Les meilleurs professeurs particuliers, l'accès aux bibliothèques privées, la possibilité de voyager pour ses recherches, mais elle découvrait aussi les inconvénients, les paparazzis qui la suivaient parfois, les faux amis qui l'approchaient pour son argent, la pression sociale de devoir représenter dignement la famille Dubois. « C'est un apprentissage », lui disait Antoine. « Tu apprends à distinguer les vraies relations des intérêts. » Un jour, en fouillant dans les affaires que Pierre Moreau lui avait laissées, Élise découvrit une lettre cachetée à son nom, avec une note. « À ouvrir seulement si tu découvres la vérité sur ton passé. » Les mains tremblantes, elle décacheta l'enveloppe et lut les mots que son ravisseur lui avait laissés. « Ma chère Clara, » commençait la lettre, « si tu lis ces mots, c'est que tu as découvert qui tu es vraiment. Je sais que tu dois me haïr maintenant, et je le mérite. Ce que j'ai fait était impardonnable, mais je veux que tu saches que je t'ai aimé comme ma propre fille. Au début, c'était de la vengeance. Je voulais faire souffrir mon frère comme j'avais souffert d'être rejeté par notre père. Mais très vite, tu es devenu la lumière de ma vie. Tu m'as donné une raison de vivre, un but. J'ai essayé de te rendre heureuse, de te donner tout l'amour que je pouvais. Je sais que ce n'était pas suffisant pour compenser le mal que je t'ai fait, mais c'était sincère. Pardonne-moi si tu peux. Si tu ne peux pas, je le comprends. Sois heureuse, ma petite princesse. Tu le mérites plus que quiconque. Celui qui t'a aimé malgré tout, Pierre. » Élise pleura en lisant cette lettre. Pierre Moreau restait un criminel qui avait détruit plusieurs vies, mais elle ne pouvait nier qu'il l'avait aimé à sa façon. Cette ambiguïté émotionnelle était difficile à gérer, mais elle comprenait maintenant que les êtres humains étaient complexes, capables du pire comme du meilleur. 2 mois après leur retrouvaille, Catherine put enfin sortir du centre pour sa première permission. Antoine et Élise l'emmenèrent déjeuner dans un petit restaurant de Cassis, face à la mer. Catherine était nerveuse, peu habituée aux lieux publics, après des mois d'isolement, mais elle rayonnait de bonheur d'être avec sa famille. « C'est la première fois que nous mangeons ensemble depuis 15 ans, » fit remarquer Élise. « Nous devrions fêter ça. » Elle leva son verre de jus d'orange. Catherine ne buvait plus d'alcool. « À notre famille retrouvée, à tous les déjeuners que nous prendrons ensemble à l'avenir. À notre miracle de Noël en retard, » ajouta Antoine en levant son verre à son tour, « à ma fille qui est revenue d'entre les morts et à ma femme qui a trouvé la force de guérir. » Catherine leva son verre avec les larmes aux yeux. « À l'amour qui triomphe de tout, même du temps et de la souffrance. » Ce jour-là, pour la première fois depuis très longtemps, ils ressemblèrent vraiment à une famille normale. Ils rirent, ils se racontèrent des histoires, ils firent des projets d'avenir. Catherine parla de son envie de se remettre à l'écriture,
Antoine évoqua la possibilité de lever le pied dans ses affaires pour passer plus de temps avec sa famille, et Élise raconta ses projets d'études et son rêve de créer une fondation pour aider les enfants disparus. 6 mois plus tard, Catherine sortit définitivement du centre de réhabilitation. Antoine avait fait aménager une suite indépendante dans sa propriété de Neuilly pour qu'elle puisse vivre près de sa famille tout en gardant son autonomie. Ils ne s'étaient pas remis ensemble en tant que couple, trop d'eau avait coulé sous les ponts, mais ils avaient renoué une relation d'amitié profonde et de respect mutuel. Élise avait brillamment réussi ses examens et préparait un master en littérature française. Elle avait aussi commencé à écrire ses mémoires, encouragée par ses parents et par son éditeur. L'histoire de l'héritière retrouvée fascinait toujours le public, et son livre promettait d'être un best-seller. 1 an jour pour jour après leur retrouvaille miraculeuse, Antoine organisa une grande fête dans sa propriété. Étaient invités Madame Rousseau, les employés fidèles, quelques amis proches, et même les anciens collègues d'Élise du restaurant, qui étaient devenus ses amis sincères une fois passé le choc de sa transformation. Au moment du dessert, Antoine se leva et demanda le silence. « Il y a exactement 1 an, commença-t-il, j'étais l'homme le plus malheureux du monde. J'avais tout réussi professionnellement, mais j'avais échoué dans ce qui comptait le plus, protéger ma famille. Ce soir, je peux dire que je suis l'homme le plus heureux du monde. » Il regarda sa fille, rayonnante dans sa robe bleue qui rappelait la couleur de ses yeux. « Élise, tu es revenue dans ma vie comme un miracle. Tu m'as appris que l'amour est plus fort que le temps, plus fort que la distance, plus fort que toutes les épreuves. Tu m'as rendu ma raison de vivre. » Puis il se tourna vers Catherine, élégante et sereine, qui avait retrouvé sa beauté naturelle après des mois de soins et d'amour. « Catherine, tu m'as montré ce qu'était le vrai courage. Te battre contre tes démons, retrouver ta santé, reconstruire ta vie. Tu es un exemple pour nous tous. Et maintenant, continua Antoine en sortant une petite boîte de sa poche, j'ai quelque chose à offrir à ma fille. » Il ouvrit la boîte, révélant un magnifique bracelet en or serti de diamants et de saphirs bleus. Ce bracelet appartenait à ma grand-mère, puis à ma mère. Il était destiné à ma fille le jour de ses 21 ans. Tu as maintenant 23 ans, et il est temps qu'il trouve sa vraie propriétaire. Élise tendit son poignet avec émotion, et Antoine y attacha le bracelet qui scintilla à la lumière des bougies. « Merci, papa, » murmura-t-elle. « Merci pour ce cadeau, mais surtout merci de ne jamais avoir cessé de me chercher, de ne jamais avoir perdu espoir. Et j'ai une annonce à faire, » ajouta Élise en se levant à son tour. « J'ai décidé de créer la fondation Élise Dubois pour les enfants disparus. Nous allons aider les familles dans leurs recherches, financer les enquêtes privées, et surtout nous allons nous assurer qu'aucun enfant ne soit oublié. » L'assistance applaudit chaleureusement cette initiative. « Notre histoire, » continua Élise, « montre qu'il ne faut jamais abandonner l'espoir. Même après 15 ans, même quand tout semble perdu, l'amour peut accomplir des miracles. Si notre témoignage peut aider ne serait-ce qu'une famille à retrouver son enfant, alors toute notre souffrance aura eu un sens. » Catherine se leva et prit la parole à son tour. « Je voudrais remercier mes 2 amours pour leur patience et leur pardon. Vous m'avez tendu la main quand j'étais au plus bas. Vous m'avez aidé à remonter à la surface. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fier d'être votre épouse et votre mère, même si nous avons choisi de vivre cette relation différemment qu'avant. Et j'ai moi aussi une annonce, » ajouta-t-elle avec un sourire mystérieux. « Mon premier roman sera publié l'année prochaine. Il s'intitule « Les signes de l'espoir » et il raconte l'histoire d'une femme qui perd tout et qui retrouve tout grâce à l'amour de sa famille. C'est notre histoire, transformée en fiction. » La soirée se termina tard, avec les invités qui repartèrent le cœur réchauffé par cette histoire d'amour familial triomphant. Quand la propriété retrouva son calme, Antoine, Catherine et Élise se retrouvèrent seuls sur la terrasse, regardant les cygnes glisser silencieusement sur l'étang éclairé par la lune. « Tu sais, » dit Élise en caressant son collier aux cygnes qu'elle portait toujours, « je pense que Pierre avait raison sur une chose. Il disait toujours que les cygnes étaient des oiseaux magiques, capables de retrouver leur chemin même après s'être perdus très loin de chez eux. » Elle sourit. « Je suppose que j'étais un petit cygne perdu qui a fini par retrouver sa famille. Et nous, » ajouta Antoine en entourant ces 2 femmes de ses bras, « nous sommes la preuve vivante que l'amour ne meurt jamais vraiment. Il peut sembler endormi, éteint, mais il suffit d'une étincelle pour qu'il renaisse plus fort qu'avant. » Catherine leva les yeux vers les étoiles. « Vous croyez que Pierre nous voit là-haut? Vous croyez qu'il sait que nous avons pardonné ?» Élise réfléchit à cette question.
Je l'espère. Malgré tout le mal qu'il a fait, il m'a aimé à sa façon. Et l'amour, même imparfait, mérite peut-être le pardon. Ce qui compte, dit Antoine, c'est que nous soyons ensemble maintenant, que nous ayons surmonté l'impossible et que nous construisions chaque jour notre bonheur retrouvé. Il regarda sa fille, qui ressemblait tant à sa mère au même âge, et sa femme, qui avait retrouvé sa sérénité après tant d'années de combat. « Je t'aime, papa », dit Élise, en se blottissant contre son père. « Je vous aime, maman », ajouta-t-elle en prenant la main de Catherine. « Et même si nous avons perdu 15 ans, nous avons toute la vie devant nous pour être heureux ensemble. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis 15 ans, les 3 membres de la famille Dubois s'endormirent sous le même toit, le cœur en paix et l'âme sereine. Dehors, les cygnes continuaient leur danse silencieuse sur l'étang, gardiens éternels de cette famille miraculeusement réunie. L'histoire du collier aux cygnes était devenue légende dans tout Paris. Les gens racontaient qu'il portait bonheur, qu'il avait le pouvoir de réunir les familles séparées. Des bijoutiers proposèrent des répliques, mais Élise savait que son collier était unique. Il n'était pas magique à cause de sa matière ou de sa forme, mais à cause de l'amour qu'il représentait. L'amour d'un père pour sa fille, l'amour qui avait traversé 15 années de séparation et qui avait finalement triomphé de tout. Et quand on demandait à Élise le secret de ce miracle, elle répondait toujours la même chose. Il n'y a pas de secret. Il y a juste l'amour, la foi et la certitude que les vraies familles finissent toujours par se retrouver, même quand tout semble perdu. Il suffit d'y croire et de ne jamais abandonner l'espoir. Aujourd'hui, 10 ans après ces retrouvailles extraordinaires, la Fondation Élise Dubois a permis de retrouver plus de 200 enfants disparus. Catherine a publié 5 romans à succès, Antoine a appris à équilibrer travail et famille, et Élise est devenue une femme accomplie qui aide les autres tout en chérissant chaque moment passé avec ses parents. Car finalement, c'est cela le vrai miracle. Non pas seulement de retrouver ce qu'on a perdu, mais d'apprendre à le protéger et à en profiter pleinement une fois qu'on l'a récupéré. L'histoire de la famille Dubois nous enseigne que l'amour véritable ne connaît ni le temps ni la distance, et que parfois, les fins les plus belles naissent des commencements les plus douloureux. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Qu'avez-vous pensé de cette fin? Cette histoire vous a-t-elle touché? N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé cette aventure émotionnelle et partagez en commentaire quel moment vous a le plus marqué dans cette saga familiale extraordinaire. Vos retours nous aident à créer des histoires encore plus captivantes.